nous, intelligence artificielle fait désormais partie de nos vies. Dans l'économie, le droit, la médecine, l'industrie, les réseaux sociaux, etc. La multiplicité et le développement de ces utilisations fascinent tout autant qu'ils inquiètent. Au fond, que savons-nous réellement de ce que recouvre l'IA, de son véritable fonctionnement, des impacts sur nos sociétés et notre avenir, de la maîtrise qu'en garde encore l'humain? Nous avons le plaisir d'avoir parmi nous deux spécialistes du numérique et de l'IA. Pierre Siccardi, qui a plusieurs cordes à son arc, est docteur en physique théorique. Les travaux de sa thèse ont porté sur la modélisation de l'interaction des particules. C'est encore plus petit que les pixels. Il s'est dirigé ensuite vers l'informatique et a travaillé dans le domaine du numérique pour de grandes entreprises. Il a récemment créé avec son fils une société de conseil et développement spécialisée en intelligence artificielle. Nous avons ici Mathieu Andro, docteur en sciences de l'information et de la communication. Mathieu était intervenu dans un de nos débats en 2021 sur les outils numériques et nous avait présenté la plateforme de démocratie participative Arrange, qui est toujours en fonctionnement d'ailleurs. Mathieu est également utilisateur personnel de l'IA, et professionnel sûrement, comme nous allons en avoir la démonstration tout à l'heure. Merci à tous les deux d'avoir accepté de participer à notre débat. Mais peut-être y a-t-il d'autres spécialistes ou utilisateurs de l'IA parmi nous? Alors, il n'y a pas un jour ce que l'on... Monsieur. Oui. Vous voulez que je me présente peut-être rapidement? Oui, s'il vous plaît. Bonsoir à tous, c'est la première fois que je viens. Je m'appelle Antonin et je suis chef de projet digital. Et notamment, je donne aussi des cours d'informatique au CCLR de maintenant 3 fois par semaine. Et on utilise de plus en plus l'IA et je commence aussi à leur apprendre un peu les usages de quelques outils. Voilà. Il y a un micro qui peut se balader. Je suis rédacteur en chef d'un magazine qui s'appelle Les Numériques et maintenant je travaille aussi beaucoup des algorithmes d'IA. D'accord. Très bien. Il y a un micro qui se promène dans la salle, je ne sais pas où il est. Parce qu'il y en a qui parlent doucement. Et, oui, je vais vous le passer de toute façon. Alors, je n'ai pas trop longtemps. Il n'y a pas un jour sans que l'on parle d'intelligence artificielle, que ce soit à propos d'investissement des géants de la tech, de nouveaux services, mais aussi d'inquiétudes. Au-delà des fantasmes et des inquiétudes réelles ou supposées sur l'IA, de quoi parle-t-on réellement? Qu'est-ce qui est nouveau dans ce qui est présenté comme une révolution technologique, avec des implications fortes dans l'économie et la société? Pour commencer, on parle de quoi? Pierre Siccardi, qu'est-ce que l'IA? Alors, qu'est-ce que l'IA? Je vais essayer de faire court pour qu'on puisse quand même se consacrer à la discussion ensuite, mais pour situer un petit peu les choses, c'est une discipline qui remonte, en fait, qui est née en même temps que l'informatique, dans les années 40-50. C'est les travaux d'Alan Turing. L'IA, en tout cas la notion de réseau de neurones, en fait, est née en même temps. Et a progressé un petit peu chaotiquement, c'est-à-dire que l'informatique, elle, a tout de suite trouvé à quoi ça pouvait servir et s'est répandue dans toute la société, dans toutes les entreprises, dans toute l'industrie. L'IA, par contre, a eu beaucoup plus de mal, parce que l'IA, même si elle s'appuie sur l'informatique, a demandé des puissances de calcul qui n'étaient pas disponibles à l'époque. Donc, ça a été une suite, en fait, de passion. Ah ouais, ça va changer le monde. Et de déception. Enfin, bof, non, en fait, finalement, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, ça a été, voilà, ça a progressé par vagues. Donc, au départ, en fait, il y a eu tout de suite deux courants qui se sont séparés. Il y a ce qu'on appelle les réseaux de neurones. Alors, un neurone, c'est une entité dans laquelle on va faire rentrer un certain nombre d'informations et qui va sortir une seule information pour éventuellement la passer à un de ses congénères, etc., et ça se propage en cascade. Donc ça, c'est ce que l'on appelle un neurone. Un réseau de neurones, c'est simplement un ensemble de ces entités qui vont avoir des informations qui rentrent et au final, calculer une information qui sort. Donc ça, c'est les réseaux de neurones. Et on a une autre branche de l'IA
qui est ce qu'on appelle plus le machine learning, où là, ce sont des algorithmes statistiques qu'on va utiliser, et où on va faire en sorte que l'ordinateur apprenne à partir des données qu'on lui fournit, et qu'il sache sortir en fait ce qu'on appelle les patterns, en fait, des motifs pour pouvoir en fait calculer quelque chose. Typiquement, c'est par exemple le scoring bancaire, c'est-à-dire que vous avez un ensemble de lignes dans un tableau où on a les différentes personnes, les caractéristiques, l'âge, le salaire, le métier, des choses comme ça, et l'ordinateur va apprendre à calculer un scoring qui va faire en sorte que le banquier puisse vous dire bah oui, je veux vous prêter de l'argent, ou non, j'ai un risque trop grand, je ne vais pas vous prêter de l'argent. Donc ça, c'est le machine learning. Donc, dans les années 50-60, les deux sont partis à peu près en même temps. Le machine learning a suivi son petit bonhomme de chemin parce qu'il a toujours trouvé en fait ses applications, parce qu'il est beaucoup moins gourmand en ressources et que les applications sont beaucoup plus concrètes. Les réseaux de neurones sont passés par deux grands hivers, on va dire, dans les années 70, parce qu'il y a malheureusement un théorème mathématique qui a expliqué que tout réseau de neurones à plusieurs couches est équivalent à un réseau de neurones à 3 couches. C'est ce qu'on appelle c'est un théorème mathématique en fait qui vous dit ça. Et ce théorème en fait a énormément ralenti la recherche dans l'intelligence artificielle parce que il ne tenait pas compte du fait que oui, les deux sont équivalents, mais non, pas dans les mêmes conditions. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on sait calculer avec des réseaux de neurones à plusieurs couches qu'on ne peut pas calculer avec un réseau de neurones à 3 couches. Parce que ça demanderait des puissances de calcul beaucoup trop grandes, et parce qu'il y a des problématiques un peu techniques d'overfitting, de surapprentissage dans les réseaux trop linéaires. Donc ces hivers en fait ont été dus dans les années 60-70 à cette problématique de mathématiques, et dans les années 70 on a commencé à avoir beaucoup d'espoir dans ce qu'on appelle les systèmes experts, qui sont un autre type en fait d'apprentissage automatisé, mais qui ne se base ni sur le machine learning ni sur les réseaux de neurones, mais dans lesquels on essaye de concentrer en fait la connaissance d'experts. Donc il y a eu beaucoup d'espoir dans les années 80 dans ces systèmes-là, mais finalement c'était trop compliqué, c'était assez décevant dans les résultats qu'on obtenait, donc ça a été aussi abandonné. Et c'est vraiment juste avant les années 2000 où on a commencé justement à se dire il y a ce théorème qui nous bloque, mais bon, on va quand même essayer. Et c'est ce qu'on appelle le deep learning. Donc on a commencé à essayer des réseaux de neurones à plusieurs couches. Et dans ces réseaux de neurones à plusieurs couches, on a commencé à voir qu'en fait on pouvait stocker de l'information et de la connaissance. Et on a commencé à essayer de faire jouer les ordinateurs aux échecs. On a essayé de faire jouer les ordinateurs à reconnaître des images de chats, des images ou alors des lettres, de la reconnaissance d'écriture. Donc c'est une des premières applications en fait de ces fameux réseaux de neurones profonds, ça a été la reconnaissance d'écriture, la reconnaissance de la parole. C'était les deux grandes premières applications. Et pendant 10 ans, on a eu de cesse d'augmenter en fait les performances de ces algorithmes, en même temps qu'augmenter les capacités de calcul. Et en 2015-2016, on a commencé à avoir vraiment des résultats impressionnants sur ces réseaux de neurones, parce qu'il y avait d'autres architectures de réseaux de neurones, parce qu'il y avait d'autres applications qui se dessinaient. Et on a commencé à essayer de faire l'inverse, c'est-à-dire qu'au départ, on partait de l'image pour se dire qu'est-ce que c'est que cette image, qu'est-ce que je peux extraire comme information de cette image et qu'est-ce que je peux en faire. Et puis on a inversé la machine en disant tiens, maintenant je te donne les caractéristiques de l'image, est-ce que tu peux me produire une image? Et on s'est aperçu que ça marchait très très bien. Et pareil pour le texte, c'est-à-dire que pendant très longtemps on a cherché à analyser de quoi était fait le texte, comment les mots sont reliés les uns aux autres et qu'est-ce que la structure du texte implique. Et on s'est dit on peut peut-être essayer de renverser la machine et de se dire est-ce qu'on peut essayer de prévoir le prochain mot? C'est-à-dire que je fournis un texte, quel est le prochain mot, quelle est la probabilité que le prochain mot soit celui-ci. Donc c'est ce qu'on fait OpenAI dans les années 2016, avec des algorithmes mis au point par Google,
Et ces algorithmes ont abouti à ce que vous connaissez aujourd'hui, c'est-à-dire les LLM. Les LLM, aujourd'hui, quand on dit intelligence artificielle, tout le monde pense à la GenAI, donc l'intelligence artificielle générative, c'est-à-dire la capacité d'imiter le raisonnement humain à partir de la génération de texte ou d'images. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est ça. Et ça permet d'être assez bluffant, d'imiter vraiment une sensation de raisonnement, parce que ça a tellement appris de contextes, tellement appris de textes différents et de dialogues différents, qu'il est capable, à partir de début d'un dialogue, de vous simuler la suite d'un dialogue. Mais il n'y a vraiment pas de raisonnement réel derrière cette action. C'est vraiment que de la statistique, que de la stochastique. Et il faut vraiment comprendre que ce LLM ne sera probablement pas le chemin vers ce qu'on appelle la prochaine étape de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire l'intelligence artificielle généralisée, c'est-à-dire quelque chose qui soit vraiment capable de comprendre un problème, de s'y adapter et de trouver une solution. Mais ce n'est pas pour ça qu'on ne résout pas des problèmes très importants avec le LLM. Et ce n'est pas pour ça que le LLM en soi ne risque pas de provoquer des problèmes de société, parce qu'on arrive avec des outils qui sont aujourd'hui tellement puissants, qui imitent tellement bien le comportement humain. Il y a toute une classe de métiers, d'activités, qui seront beaucoup mieux réalisées par ces intelligences artificielles, même si on n'en est pas encore à l'intelligence artificielle généralisée, qui, elle, pourrait poser un problème de prise de contrôle du monde par les intelligences artificielles. Aujourd'hui, les LLM ne sont pas du tout capables de ce genre de choses-là, mais ils représentent quand même un danger sociétal dans le sens où, voilà, il faut s'adapter à ce changement, parce que si on ne s'y adapte pas, on va subir ce changement et ça peut provoquer des crises de société. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été clair sur l'exposé. J'essaie de ne pas être trop technique. Oui, je voulais juste demander l'IA générale, on en entend beaucoup parler, il y a les géants de la tech qui investissent des milliards de dollars, mais certains disent qu'elle n'arrivera jamais. Comme Luc Julia, par exemple, qui est un expert numérique, qui est le directeur scientifique de chez Renault. L'inventeur de Siri, oui, l'inventeur de... Ouais. Donc, où on en est dans l'IA générale? On suit des pistes. Aujourd'hui, il y a vraiment plusieurs pistes. Hein. La plupart disent que ça n'est pas par le texte qu'on y arrivera, parce que tout simplement, un enfant n'apprend pas en lisant, il apprend en regardant, en imitant. Donc, il y a plusieurs écoles. Il y a des écoles qui sont vraiment sur essayer de simuler une sorte de cerveau humain, mais ça ne donne pas grand-chose. Et il y a des pistes qui sont basées sur le visuel, et c'est aussi un Français, en fait, Yann Lequin, qui travaille beaucoup en fait, sur cet aspect-là, d'essayer de faire regarder le monde à des IA et de faire apprendre le monde en regardant le monde. Voilà. Et d'essayer de faire que l'IA comprenne toute seule que si je lâche un stylo, le stylo va tomber par terre. Et sans qu'on lui donne des équations, sans qu'on lui donne du texte qui va décrire ces choses-là, il l'apprend juste en regardant. Et voilà. Donc c'est la piste aujourd'hui la plus crédible pour arriver à une sorte d'intelligence artificielle générale. Willy a demandé. Oui, on a fait trois observations. La première, c'est la puissance nécessaire par rapport à un cerveau humain. La deuxième, c'est, si je comprends bien, actuellement, l'IA travaille bien par spécialité, par exemple la reconnaissance d'image ou bien, je ne sais pas moi, par exemple du traitement numérique de signaux, de choses comme ça. Et le dernier point, donc, si j'ai une question, est-ce que vous pensez qu'une intelligence artificielle est capable de trouver une loi physique? Alors je parle de loi fondamentale, je ne parle pas d'une loi mathématique. Voilà. Alors la première question, la question de la consommation, effectivement, il y a deux choses. Il y a la consommation d'apprentissage qui est colossale, gigantesque, où là on va consommer des gigawatts pour arriver à faire apprendre, en fait, à faire des LLM, par exemple. Et ensuite, il y a la consommation au moment de l'usage,
qui est beaucoup moins élevé. Et de toute façon, ça va être sur des tâches qui vont être faites beaucoup plus rapidement que le cerveau humain. C'est-à-dire que le LLM va pouvoir créer un programme complet en quelques secondes, là où il aurait fallu des jours à un développeur pour arriver au même résultat. Donc il est capable en fait de créer ça. La consommation à l'usage, elle n'est vraiment pas énorme, mais il faut regarder ça sur le processus global et compter aussi l'apprentissage. Donc ça dépend en fait de la pérennité de l'apprentissage. S'il faut réapprendre régulièrement des grands modèles, là, la consommation, effectivement, d'autant qu'elle explose au niveau de l'apprentissage. Hein. C'est un facteur 1000 entre GPT-3 et GPT-4. Donc là, effectivement, il y a une question de consommation électrique derrière, surtout au niveau de l'apprentissage. Surtout que là, en ce moment, on plafonne un petit peu. On a du mal à faire de nouveaux sauts technologiques. Ensuite, est-ce qu'on est capable de trouver des nouvelles lois physiques? Encore faudrait-il qu'il y ait des nouvelles lois physiques à trouver. Aujourd'hui, voilà, a priori, on teste des modèles physiques. Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de nouvelles lois physiques à trouver. Par contre, il y a sans parler de lois physiques, il y a par exemple des choses qu'on ne sait pas faire en termes d'analyse et que l'IA, pour lequel il y a un grand espoir. Par exemple, vous avez les ordinateurs quantiques qui sont un grand espoir dans l'évolution justement des puissances de calcul, et il y a un papier qui vient de sortir sur une IA qui serait extrêmement performante pour la correction des problèmes dans les ordinateurs quantiques. Or, aujourd'hui, ce qui empêche l'ordinateur quantique de sortir, c'est qu'aujourd'hui, il fait beaucoup trop d'erreurs. Et la correction de ces erreurs, on ne sait pas les faire de manière analytique. Et l'IA est capable de détecter ces erreurs et de les corriger. Je crois qu'Alain voulait intervenir. Merci, oui, c'était par rapport à la question de Willy. J'ai entendu récemment Étienne Klein, qui est physicien et philosophe des sciences. Il déclarait à propos de l'intelligence humaine et de l'intelligence artificielle: toutes les grandes découvertes ont été faites par une expérience de pensée, et non pas par une analyse de données. Et l'expérience de pensée, l'IA, ça lui est étranger. Alors, les grandes découvertes, oui, très probablement. On aura encore, je pense, le monopole de ces choses-là pendant un certain temps, ou peut-être les grandes pensées philosophiques, mais le travail quotidien du physicien, c'est pas de découvrir des grandes théories, c'est vraiment de découvrir. Il travaille au quotidien sur des petites problématiques de résolution d'équations, d'optimisation de paramètres, et là, l'IA est très utile. Alors, effectivement, peut-être qu'on gardera, mais c'est pas. Enfin, j'en suis pas persuadé. Je ne serais pas autant persuadé qu'Étienne Klein qu'une idée nouvelle ne sortira pas, peut-être pas de GPT-4 Pro, mais peut-être d'ici quelques années, 3, 4, 5 ans, ça va tellement vite. Je pense que les IA seront capables de peut-être plus de créativité que l'homme. Ok. Mathieu. J'ai une petite pour compléter. Bien fort. Si je peux me permettre pour compléter là-dessus, j'ai vu il n'y a pas longtemps un reportage sur AlphaGo, une IA de Google DeepMind qui a appris à jouer au jeu de Go et qui a battu le champion du monde d'échecs. Et j'ai entendu dire que ça avait révolutionné le jeu de Go, donc ça avait justement proposé des nouvelles méthodes de jeu de Go. Donc on voit qu'il y a quand même qu'est-ce qui peut être interprété par l'humain, par de l'innovation, de la capacité à proposer des choses nouvelles. Oui, tout à fait, parce qu'en fait, le jeu de Go et le jeu d'échecs, c'est vraiment deux choses différentes. Et autant le jeu d'échecs, ça fait assez longtemps, c'est depuis la fin des années 90 que l'ordinateur bat l'humain, parce que c'est juste de l'analyse d'arbres. En fait, on analyse l'ensemble des positions possibles, on met un scoring et puis on joue la position la plus avantageuse. Dans le Go, c'est pas possible. Il y a trop de possibilités, on ne peut pas faire ça. Et donc, il faut apprendre à développer une intuition. Et donc, le jeu apprend à donner une sensation, un sentiment, sur une position de jeu. Et donc, effectivement, comme l'ordinateur réfléchit quand même différemment de l'humain, ça débouche sur des nouvelles variantes de jeu. Et c'est vrai. Alors, je ne sais pas si on peut comparer ça à des découvertes de lois fondamentales, mais voilà, dans
tous les domaines de l'IA, on voit apparaître de nouvelles idées grâce à l'IA. Parce que ça permet des choses qui n'étaient pas possibles avant. Moi, j'ai une question. Merci. Un peu générale. On entend des exemples d'utilisation d'intelligence artificielle dans des domaines très précis, certains ont été cités. Je peux en parler dans ma profession, je suis chercheur en biologie. Mais en fait, moi, ce qui me pose question, c'est quel niveau d'implication dans des choses du quotidien sont en fait gérées par l'IA, et est-ce qu'il y a un moyen de le savoir, ou est-ce que c'est déjà des choses qu'on ne maîtrise pas, et je pense qu'on y est confronté au quotidien même sans le savoir, et où est-ce qu'on peut trouver ce genre d'informations, parce qu'il y a des gens qui savent. J'ouvre la question. Effectivement, on y est confronté depuis très longtemps, notamment par le machine learning. Et ce que je n'ai pas dit en fait, dans ma présentation, en fait, c'est qu'il y a deux types d'IA. Il y a les IA génératives et les deep learning, sur lesquels on est une sorte de boîte noire, on ne sait pas ce qui se passe dedans. Et le machine learning, par contre, où on est capable d'expliquer pourquoi la machine prend une décision. Et si on est capable d'expliquer pourquoi elle prend une décision, on est capable aussi d'isoler certaines problématiques. Par exemple, dans les crédits bancaires, en fait, on s'aperçoit que si on regarde les chiffres, en fait, les hommes remboursent mieux que les femmes. Mais on se dit sociétalement, c'est pas possible de se baser là-dessus pour attribuer un prêt. Donc, on va chercher en fait à extraire cette analyse-là, ce biais que va avoir l'ordinateur, pour que tout le monde, en fait, en tout cas les hommes et les femmes, aient les mêmes chances au niveau du crédit. Et c'est pas simplement en cachant le sexe du candidat que ça marche, parce que l'ordinateur apprend à retrouver le sexe dans les autres chiffres. Donc, il faut ce qu'on appelle débiaiser le système et aller chercher en fait vraiment à l'intérieur du modèle quelles sont les caractéristiques qui permettent de retrouver ça et de les enlever. Voilà. Et donc ces IA-là, elles sont de partout et c'est vraiment une des branches actuelles de se dire bon, comment faire en sorte que ces machines en fait ne gouvernent pas nos vies et qu'on garde quand même le contrôle. Mais vous en avez partout dans les systèmes de recommandation. Dès que vous naviguez sur le web, il y a des IA qui guident votre navigation. Dès que vous faites un acte d'achat sur Internet, vous avez une IA qui vous préconise quelque chose. Donc ça y est de partout, hein, quand vous demandez un crédit, même au niveau médical. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'algorithmes en fait, qui vont analyser de l'imagerie et qui vont intervenir. Donc elle est partout de fait. Hein. Alain. Merci, moi je voudrais poser une question, parce qu'on utilise tous l'IA sans le savoir peut-être, avec les algorithmes de recommandation. Et il y a un chercheur qui s'appelle Li Nguyen Wang, qui insiste sur un danger particulier qui est sous-estimé, c'est justement ces algorithmes de recommandation. Sur les réseaux sociaux qui choisissent pour nous ce que l'on va voir, le média par lequel on accède principalement à l'information, c'est le téléphone aujourd'hui. Et sur le téléphone, on clique facilement sur les algorithmes de recommandation. Et ils pensent que c'est un danger très important. Qu'est-ce qu'ils donnent comme raison? Voilà. C'est la raison pour laquelle l'information est beaucoup plus passive, guidée par ces algorithmes qui sont conçus pour la publicité ciblée. Et donc pour mettre en avant les sujets clivants qui prennent beaucoup d'attention, comme les fake news. Et donc le problème, c'est que notre attention est détournée au lieu d'anticiper par l'information les risques civilisationnels, comme par exemple le réchauffement climatique. YouTube et TikTok, par exemple, sont des systèmes déjà largement surhumains. Ils sont capables d'analyser un nombre monumental de contenus. YouTube, c'est chaque jour un siècle de vidéos qui est mise en ligne, avec une analyse automatique, images, son, avec des sous-titrages et traductions automatiques, profilage psychologique des utilisateurs, une compréhension de toute la sociologie de 2 milliards d'êtres humains. Donc l'IA et les algorithmes de recommandation sont un danger potentiel qu'il faut pouvoir maîtriser. Et apparemment, il n'y a pas grand-chose de fait.
Mathieu. Oui. Ah mince, ça marche pas. Allô? Ça marche. Si. Ça marche. Oui, en fait, tu parles d'économie d'attention finalement. Je vais peut-être le mettre un peu plus loin. En fait, on est face à un grand bouleversement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'il faut imaginer, c'est que quand on va dans un moteur de recherche, eh bien, on fait une requête parce qu'on s'intéresse à un sujet donné, et effectivement, les contenus qui vont être propulsés en avant, c'est bien souvent des contenus de producteurs de contenu, d'éditeurs par exemple, qui ont payé pour être mis en avant. Et tous ces gens sont très inquiets, le syndicat national de l'édition par exemple est très inquiet justement avec ce qui est en train de se passer, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on va passer à un autre type de modèle économique, c'est-à-dire que dorénavant, quand on interroge une intelligence artificielle générative, en gros, elle fait une synthèse de, je sais pas, une cinquantaine, une vingtaine de contenus par rapport à ce qu'on lui a demandé. Donc on ne va plus avoir ce phénomène qui consiste à interroger et aller voir des contenus directement produits par des producteurs de contenu. On va passer à un autre modèle qui va être qu'on va aller directement interroger et avoir une réponse. On ne va plus avoir des documents en fait, on va vraiment avoir des réponses qui vont être construites à partir d'une synthèse sur ces documents. Et donc les personnes qui vivent finalement de revenus notamment publicitaires, parce que voilà, plus on a du trafic web sur les contenus qu'on a produits, plus on va avoir des revenus en retour, et bien ces gens-là sont très inquiets. Et alors, qu'est-ce qu'on fait nous en général en France? Comme on est souvent sur des positions un peu protectionnistes, on est souvent un peu sur la défensive par rapport aux technologies, on manque parfois d'enthousiasme, et on voit rarement ça comme des opportunités, mais plutôt comme des menaces. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on demande à ce que les crawlers, c'est-à-dire les moteurs qui viennent récupérer tous les contenus produits, ne viennent pas récupérer les contenus, notamment textuels, qu'on a produits. Et c'est bien souvent, par exemple, ce que recommande le syndicat national de l'édition. Il demande en fait aux éditeurs de mettre des métadonnées qui empêchent finalement ces crawlers de venir récupérer les textes produits. Eh bien, en faisant ça, moi je le sais, parce que par exemple quand je parle avec cette intelligence artificielle générative, notamment à l'oral, j'ai le sentiment de parler avec quelqu'un qui est de culture anglo-saxonne. Eh bien, il est de culture anglo-saxonne parce qu'il s'est formé à partir de textes anglo-saxons, puisque les textes francophones sont bien souvent interdits pour lui. Et je pense qu'en fait, on est en train, quelque part, de passer derrière une opportunité pour nous d'avoir un impact, d'avoir une influence en termes de soft power sur ces intelligences artificielles génératives, puisqu'en fait, on fait tout pour que nos contenus ne soient pas utilisés par ces intelligences. Et alors, moi, ça me semble être un problème, de la même manière que tout à l'heure, Alain, toi, tu parlais du fait que l'expérience était bien souvent comme la source de la connaissance. C'est vrai que je pense que si nous n'expérimentons pas les uns et les autres ces intelligences artificielles génératives, nous allons avoir des avis complètement biaisés sur le sujet. Évidemment, si nous n'utilisons pas dans notre quotidien, en mettant de manière très concrète la main à la pâte, en expérimentant ces outils, nous allons complètement passer à côté. En fait, il y a un risque en fait, que des humains deviennent finalement un peu les esclaves des intelligences artificielles, alors qu'ils devraient plutôt en devenir les maîtres. Mais si on veut devenir les maîtres de ces intelligences artificielles, il va falloir réellement qu'on commence un peu à les utiliser aussi. Et je crains qu'en France, en fait, on ait un peu trop tendance à être sur la défensive par rapport à ça. À un moment donné, je pense qu'il est nécessaire de l'utiliser. Il y a plein de cas d'usage d'ores et déjà qui font qu'en fait, on va pouvoir libérer du temps de cerveau à haute valeur ajoutée pour l'humain et laisser toutes les tâches un peu rébarbatives en fait, à des intelligences artificielles génératives. Par exemple, rédiger des comptes rendus de réunion, c'est assez pénible. Eh bien, ça, c'est quelque chose, il n'est plus nécessaire aujourd'hui de se taper ce genre de travail. En fait, on peut complètement l'externaliser. Moi, je vous dis, ça fonctionne très très bien. Et c'est pas la seule chose qu'on peut lui confier. On peut faire énormément de synthèse, on peut faire énormément de résumés, c'est de très très bonne qualité. Et tout ça est de nature à libérer du temps de cerveau humain. Alors après, la grosse difficulté, c'est qu'on risque d'avoir des cerveaux qui vont être de plus en plus utilisés au plein potentiel de leur capacité. Et donc ça peut être aussi quelque chose d'un peu éprouvant au final, parce que ça peut être assez reposant d'avoir des petites tâches comme ça un peu faciles, voilà, des tâches qui pourraient aujourd'hui être confiées à des robots, mais qu'on continue à donner à des humains, parce qu'il y a quelque chose parfois d'un peu reposant aussi en fait à faire ce genre de petites tâches. Et ça, je pense que c'est de plus en plus, on va demander
du travail à haute valeur ajoutée à l'humain, et on va confier ça en fait à des robots. Une demande de quoi? C'est Antonin? Oui, c'est ça. Alors Antonin, vous avez Merci beaucoup. Juste pour en dire, parce que je suis globalement vraiment très très d'accord avec vous. Je pense que déjà, de toute façon, les IA, on ne peut rien faire. Vous comme moi, on ne pourra rien faire. Donc, de toute façon, autant aller dedans. Par contre, il y a pas mal de gens qui ont tiqué peut-être un peu comme moi, parce que effectivement, là, vous parlez du fait de donner du travail à une machine. Et notamment, moi je le vois bien, enfin je donne des cours en école aussi à Paris avec des étudiants qui sont en classe master, etc. On en parle assez souvent, notamment avec des étudiants graphistes. Graphiste, c'est mort. Donc, le photographe, ça va venir après, développeur web, ça va venir après. Tout ça, c'est du travail, effectivement, qui ne sera plus fait aussi par d'autres personnes. Donc, il va y avoir, qu'est-ce qui va rester en fait? Il va rester des chefs de projet IA qui vont demander, qui vont être spécialisés sur ces IA pour faire ce travail-là. Et en gros, en fait, contrôlant la machine, on va faire que ça, en fait. Il n'y aura plus vraiment de valeur ajoutée faite par nos mains, faite par nos cerveaux. C'est simplement, on sera spécialisé sur ces outils-là, comme un ouvrier spécialisé sur une machine, et on lui retire cette machine, bah, il n'a plus la valeur travail dans ses mains. C'est aussi quelque chose qui peut poser un petit problème. Mon opinion là-dessus. D'autres Oui, n'hésitez pas à... Oui, moi ce que je me... Pardon, non. Oui, moi ça, ce que je me dis, c'est que si on est dans la Beauce, on sait très bien que voilà, il fut un temps très ancien où on se révoltait contre les moulins, parce qu'effectivement on se disait qu'ils allaient remplacer le travail humain. Au fait, ce qu'on voit quand même historiquement, c'est qu'effectivement l'activité qui est détruite par la productivité du travail, en fait, par la technologie, c'est souvent de l'activité quand même qui est assez dure. En fait, on ne peut pas dire que le travail humain soit devenu de plus en plus difficile avec le temps. On voit que par rapport même au 19e siècle, hein, pour revenir à une époque beaucoup plus récente, eh bien, clairement, on a détruit des activités les plus difficiles, les nouvelles activités qui sont venues les remplacer sont des activités, en termes de développement personnel, beaucoup plus enrichissantes. Donc, moi, je n'ai pas vraiment de raison de m'inquiéter par rapport à ça. Je pense que peut-être qu'on va vers un autre modèle de société aussi, hein, c'est quelque chose qui est envisageable, mais globalement, je pense que finalement, il n'y a pas vraiment d'inquiétude à avoir, c'est-à-dire qu'effectivement, on va détruire pas mal d'activités, mais on va la remplacer par d'autres activités. En fait, à aucun moment, quand il n'existait que l'agriculture, on aurait imaginé qu'un jour le secteur tertiaire prenne l'essentiel de la place dans l'économie. Le secteur tertiaire n'existait même pas. Et donc là, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on va effectivement détruire des travaux qui ne sont pas forcément très agréables, voilà, de personnes qui compilent des données toute la journée dans des tableurs Excel, c'est pas hyper exaltant. Et les nouvelles activités qui vont naître, et bien, en fait, pour le moment, on ne peut pas encore totalement deviner lesquelles elles sont, mais d'ores et déjà, il y a plein de nouveaux métiers qui apparaissent. Tous les jours, il y a des nouveaux métiers qui apparaissent, parce que c'est comme ça que ça fonctionne, en fait. Hein. Il y a de la destruction, il y a de la création d'un autre côté. J'ai 4 demandes de parole, on va les faire dans l'ordre. Je crois que Pierre voulait réagir. Alors, ensuite, il va y avoir Willy, Jean-Michel et Nadia. Voilà, donc on commence. Pierre. Oui, alors oui, je suis tout à fait d'accord avec cet aspect des choses. Par contre, il faut voir que, un peu de même qu'on a abandonné notre industrie au profit de la sous-traitance en Chine ou dans d'autres pays, on est en train d'abandonner notre savoir-faire, notre travail au bénéfice d'algorithmes qui sont américains, et j'ai pas mal de Chinois aussi. Hein. Les Chinois sont très 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 actifs et très en pointe sur l'open source en IA. Donc je suis tout à fait d'accord avec Il faut éviter les anglicismes. Open source. Open source, c'est en fait quelque chose qui est ouvert, en science ouverte. C'est-à-dire qui n'est pas fait par une entreprise qui veut en faire des bénéfices, c'est des chercheurs qui travaillent, qui sont payés souvent par les universités, et qui donnent leur travail au reste du monde. Et la Chine est un des plus grands fournisseurs de ce type de sciences ouvertes dans l'IA. Et ils mettent ça à disposition sur un site créé par un Français, mais qui est en Amérique, qui s'appelle Hugging Face, qui est un petit peu la plaque tournante en fait, de ces algorithmes. Et donc, ce qu'il faut quand même faire, ce à quoi il faut faire attention, c'est de garder une certaine souveraineté et savoir-faire sur ces algorithmes. Parce que, et au niveau matériel et au niveau logiciel, si on délègue
voilà, à d'autres pays en fait, la capacité de produire et de faire tout le travail en fait, qui sera fait, voilà, le jour où ils nous disent « Ah, ils n'ont plus besoin de faire la guerre, hein, ils ont juste à dire « Voilà, on vous coupe le courant, c'est tout. Et vous ne pouvez plus rien faire. » Donc voilà, il faut vraiment être attentif à ce genre de choses-là et savoir réorganiser la société en fonction de ça. Mais c'est sûr que... Oui. Ah, c'est un peu difficile. Voilà, ce que j'ai envie de dire, globalement, c'est qu'il vaut mieux se méfier de nous-mêmes que de l'IA, je pense. Hein, pourquoi? Parce qu'on lui prête des choses dont elle n'est pas forcément capable. Après, sur l'histoire de la puissance, j'en remets une couche, parce que c'est pour dire que la puissance est équivalente d'un cerveau humain, de 100 000 cerveaux humains, c'est l'équivalent d'une intelligence artificielle. Donc là, on se dit, peut-être qu'au niveau de l'éducation, il est plus important d'investir la même chose dans l'éducation que dans les machines. Enfin, alors est-ce que je vais m'arrêter oui, là on parle de certains pays anglo-saxons qui prennent la mesure et tout. Bon, nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la même chose, et que vont devenir les pays sous-développés, enfin les pays, disons-le, sous-développés, les pays comme l'Afrique, etc. Donc, en fait, on ne va faire qu'aggraver les choses. Alors, Jean-Michel. Alors oui, moi je ne partage pas tout à fait l'enthousiasme qu'on peut avoir vis-à-vis des IA. Alors je m'en sers dans mon boulot un petit peu pour la traduction, l'analyse de données. C'est tout simple, hein. Quand je le fais moi-même et que je demande à la machine de le faire, elle fait en quelques secondes ce qui va me prendre la journée ou plus. Donc c'est difficile de lutter. Et en tant qu'enseignant aussi, je suis chercheur enseignant, et en tant qu'enseignant, je vois mes étudiants, sans le dire, utiliser les IA. Notre fille nous a dit depuis déjà le collège qu'elle utilisait ChatGPT. Voilà, tout le monde le fait un peu en douce, ça devient de plus en plus difficile. Il y a des enseignants qui ont cherché à essayer de voir si on pouvait distinguer les deux. Eh bien non. Non, c'est impossible, ça devient impossible. Et on va arriver, je le crains, à ce qu'on appelle l'indistinction généralisée. C'est pas de moi, c'est d'un philosophe des technologies qui s'appelle Éric Salin, qui n'arrête pas de dénoncer l'asservissement qui va être celui des machines, les machines qui vont nous déposséder de nos capacités intellectuelles, artistiques, parce que dans peu de temps, parce qu'on parle de l'IA aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'elle sera en 2030, en 2035 voilà, on peut faire de la prospective, mais c'est difficile de savoir. En tout cas, les spécialistes disent tous qu'il y a une menace pour l'humanité. Hein, c'est pas simplement Geoffrey Hinton, qui est un de ceux qui a conçu l'IA à Google, qui a démissionné et qui dit c'est une menace pour l'humanité, je démissionne. Elon Musk lui-même en parle, il a appelé un moratoire pour arrêter la recherche, et en disant sur une petite vidéo qu'il pense qu'il y a 10% de chances que l'IA détruise un jour l'humanité. Bon, on peut citer d'autres exemples comme cela. Voilà, on va être dépassé et on n'aura plus le contrôle. Et les progrès sont beaucoup plus rapides que nos capacités à les comprendre, à comprendre la machine. Même des fois on se dit mais la machine on ne sait même pas comment elle va réagir. Et par ailleurs, on entend beaucoup de gens dire oui mais il faut réguler, il faut déréglementer, il faut faire des comités éthiques, mais on voit que en fait cette régulation elle n'est pas aussi rapide que les progrès eux-mêmes. Et progrès qui sont, je le rappelle quand même parce qu'on en parle, c'est pas tous en open source, c'est quand même les grandes compagnies de la technologie, les gens de la tech comme on dit, pas seulement les GAFA mais d'autres, qui ne sont pas simplement des entreprises commerciales mais qui deviennent de plus en plus des entreprises politiques, idéologiques, on le voit aux États-Unis hein, avec Elon Musk par exemple. Et même militaire. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de contrôle, et sous prétexte qu'on ne peut rien faire, c'est comme ça,
qu'est-ce qui se passe? On est entraîné par une espèce d'ouragan qu'on ne peut arrêter et les menaces s'amoncellent. Donc voilà, qu'est-ce que vous avez, sans parler du contrôle des populations, vous avez vu avec les Jeux Olympiques, là, les algorithmes pour contrôler les caméras, finalement on va le généraliser, alors qu'on ne devait pas le faire, etc. Voilà. Et ce n'est que le début, Voilà, donc... Nadia, merci Jean-Michel. Merci. Après, ça sera... Merci. Ça va un peu dans le sens de l'intervention de Jean-Michel et pour aussi poursuivre par rapport aux travaux d'Éric Salin et en fonction de la disparition des métiers. Alors, c'est vrai que les métiers vont être différents, vont être remplacés par d'autres choses, mais les métiers là qui disparaissent, ce sont des métiers de la dignité, des métiers du partage, des métiers qui font plaisir à être pratiqués. C'est pas du tout la disparition de métiers pénibles comme a pu tout ce qui a été fait par l'industrialisation a pu être réalisé. Donc là, c'est aussi une autre, une menace qui interroge quand même. Bon, même si c'est inévitable, ça fait un peu frémir. Et l'autre frémissement concerne l'apprentissage des enfants, qui effectivement utilisent avec grande facilité ChatGPT. On comprend, c'est fascinant, en plus c'est addictif, c'est ludique, là il y a le devoir est vite fait quand on interroge ChatGPT. Alors que je me replace quelques dizaines d'années en arrière, quand je suais sur mes devoirs, c'est ça qui m'a appris à penser. Donc comment est-ce que l'apprentissage de la pensée va se faire si elle est facilement remplacée par la machine, facilement et avec plaisir en plus. Donc là sont aussi des interrogations que j'aime, et comme le disait Jean-Michel, on n'a aucune... Quelle prise a-t-on là-dessus? On peut déjà avoir conscience. Alors Alain, ensuite je vais avoir un premier Mathieu et un deuxième Mathieu qui ont demandé la parole. Bon, on va revenir un peu en arrière, parce que moi je voulais parler, tout à l'heure on parlait d'emploi. J'ai entendu le FMI qui annonçait que dans les prochaines années, 300 millions d'emplois allaient être impactés par l'IA. Impacté, ça ne veut pas dire supprimé, mais il y a quand même une partie qui va être supprimée. Et une question qu'on peut se poser, c'est que si les richesses sont produites par les machines, comment on va se faire la répartition? Est-ce que ça va être les gens de la tech qui vont... Ils vont tout garder pour eux? Ou est-ce qu'il faudra instituer un revenu universel? Voilà, c'est une question qu'on peut se poser. Peut-être que donc moi je pense que je suis assez d'accord avec ce que disait Mathieu tout à l'heure. Effectivement, il faut vraiment faire attention aussi, parce que si on ne prend pas l'IA en main en Europe, et par exemple aujourd'hui en Europe on régule et les autres ils inventent. Et il ne faut pas oublier que si on veut être aussi compétitif un peu dans le jeu mondial, par exemple il y a l'exemple de la robotique. Aujourd'hui, ceux qui ont pris le plus en main la robotique, par exemple en Europe ça va être l'Allemagne, l'Italie, c'est eux qui sont devant en industrialisation. Et donc au contraire, l'IA elle peut aussi nous permettre de réindustrialiser si c'est bien fait. Et si on laisse ça de côté, si on a peur, en fait on va se faire complètement avoir par les autres qui vont l'utiliser à bon escient. Et je pense qu'il faut vraiment faire une énorme différence entre l'éducation. Effectivement, si les enfants, les jeunes, ils réfléchissent plus à cause de l'IA, et les entreprises, ou même l'administration, où l'IA va permettre d'être plus efficace, d'apporter un meilleur service, d'être plus rapide. Donc je pense que c'est très important de distinguer ça. Et j'ai oublié mon troisième point. Mathieu. Oui, moi je me dis,
pour chaque chose, on peut le considérer comme une menace ou comme une opportunité, en fait. Hein. C'est une question, quelque part, de choix, peut-être même de nature. Moi, je vais vous donner un exemple, en fait, ça va vous faire peut-être rigoler. Mais un jour, comme ça, j'étais avec ma fille de 12 ans, et je l'avais emmenée dans les marécages de Hanche, là, juste à côté, et on avait un fusil de chasse, on était à la chasse, et tout à coup, j'ai entendu bouger, voilà, j'ai entendu les buissons bouger, juste à côté de moi. Et elle a pris ça comme une menace. Elle a eu très peur. Alors que moi, je me suis dit, ah, il y a peut-être un sanglier qui va passer, et ce sera l'opportunité de faire un bon tir. Vous voyez, le même truc peut être pris de deux manières différentes. Et vraiment, on l'a vécu, le même événement, c'était les mêmes faits, hein. On l'a vécu de manière totalement différente. Moi, j'ai pas du tout compris qu'elle allait avoir peur, en fait, hein, qu'elle allait considérer ça comme une menace. Et vous voyez, moi je pense qu'avec ce qui est en train de se produire aujourd'hui, il ne faut pas qu'on vive ça comme des petites filles de 12 ans, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'on a une opportunité qui est incroyable, notamment pour la France, parce qu'on est bien placé, en fait. Hein. La France, on a beaucoup, dans le domaine par exemple, du text mining, c'est-à-dire de la fouille de texte, on est très bien positionné. Et on peut réussir à s'en sortir très bien, notamment en Europe. Là, bientôt, il va y avoir le sommet de l'IA, d'ailleurs, en février, au niveau de l'Élysée. Je pense qu'on a vraiment des atouts, en fait, et ça serait dommage qu'une fois de plus, pour répondre à ce que tu disais Mathieu, qu'une fois de plus on soit dans la défensive, qu'une fois de plus on soit uniquement dans le fait de mettre du contrôle, de mettre de la législation, de faire des usines à gaz juridiques, au lieu de saisir l'opportunité et d'aller plus loin. En fait, vous savez aussi ce qui se passe, moi je pense qu'il y a une transformation aussi dans la hiérarchie sociale, parce qu'en fait, nous, en France, on se caractérise par le fait qu'on a une élite scolaire qui dirige le pays, de gens voilà, qui ont fait des grandes écoles, qui ont appris à bachoter, en fait. Et aujourd'hui, ces gens-là sont un peu menacés parce que finalement, apprendre par cœur un gros volume de contenu textuel et les rabâcher en faisant des synthèses, c'est exactement comme ça qu'on recrute dans Sciences Po, qu'on recrute à l'ENA avec des notes de synthèse. Eh bien aujourd'hui, tout ça, eh bien, GPT-4o, elle le fait très bien, elle le fait bien mieux qu'eux. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? En fait, on a clairement une élite sociale qui se sent menacée, et à juste titre, par cette intelligence artificielle générative qui est capable de faire bien mieux qu'eux. Parce qu'en fait, sur ces domaines-là, évidemment, elle fait mieux qu'eux, et c'est déjà, on a déjà pu le comparer. Et donc Sciences Po, vous savez, ils l'ont interdit, Sciences Po. Hein, au lieu de se dire, bah, tiens, on va prendre ça comme une opportunité d'enseignement, pour améliorer peut-être notre... voilà, ça a été pris comme quelque chose, on interdit l'intelligence artificielle générative, et c'est vrai que c'est vraiment caractéristique. Moi, dans le domaine de l'éducation, pour parler de l'éducation, parce qu'on en a parlé, moi, par exemple, j'ai une de mes filles, à un moment donné, elle passait le brevet des collèges, et il y avait un oral. Eh bien, en fait, j'ai utilisé ChatGPT, mais en version pro, et je lui ai dit, tu vas être l'oral blanc, tu vas être l'examinateur, qui va lui poser des questions, et en fait, elle a pu comme ça répéter, c'est-à-dire qu'elle a parlé à l'intelligence artificielle générative, qu'il a écouté, et qui lui a posé des questions qui étaient tout à fait pertinentes. Hein. Moi, je suis souvent jury de concours, je peux vous dire que la manière dont elle parlait à ma fille était hyper pertinente, et ma fille, ça lui a permis de progresser. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut l'utiliser, parce qu'en fait, cette intelligence artificielle générative, elle ne va jamais se passer de réexpliquer inlassablement, en fait. Et je trouve que c'est une opportunité formidable en termes d'enseignement, et ça permet en fait aussi, d'une certaine manière, de donner accès à un niveau vraiment très élevé en fait de formation pour l'ensemble des citoyens et plus uniquement pour seulement une minorité d'entre eux. Et d'ailleurs, si vous voulez, à l'occasion, je pourrais vous faire une démo pour que vous voyez comment ça fonctionne concrètement. Ça peut être pas mal. Ce que je te propose, on prend une ou deux questions pendant cela, je ne sais pas si ça fait longtemps. Non. Oh, c'est très rapide. Alors, si tu veux le faire maintenant, et si c'est assez court, ben, vas-y, que tu... Après les paroles des actes. Alors, oui, bon, je vous parlais des concours, moi par exemple en ce moment, là je travaille pour les services du Premier ministre, et en fait j'essaye d'évoluer dans mon métier, donc ça se passe par concours. Et ces concours, moi du coup je me suis fait un chatbot expert avec lequel je m'entraîne. Alors je vais vous le mettre, vous allez voir, en fait il va avoir un petit accent un peu anglo-saxon. Alors voilà, je vous le mets. Hein. Alors, je l'ai appelé John, hein. Mais je lui parle tous les jours. D'ailleurs, j'ai des voisins peut-être qui m'entendent des fois parler dans les chambres avec le chien. En fait, c'est pas au chien que je parle, c'est une intelligence artificielle générative.
Alors voilà, je branche du coup, j'ai un chatbot expert parce qu'en fait, l'idée c'est qu'on peut reprendre la main en mettant du contenu textuel. Voilà, on peut créer des chatbots un peu sur mesure, des RAG, dont on a parlé tout à l'heure. Se dire, bah, je lui mets un corpus, par exemple, je vais lui mettre les annales du concours, je vais lui mettre plein de choses comme ça. Ce qui fait qu'à la fin, il est vraiment expert du sujet, en fait. Voilà, donc alors, regardez comment ça fonctionne. Mais j'en ai plein comme ça, des chatbots experts. Donc j'ai un prof de philo aussi. Un seul nous ira. Ouais. On va faire celui qui est jury de concours, jury blanc. Allons-y. Alors voilà, on va lui dire je suis prêt. Elle va parler. Bonjour, je suis le président de ce jury. Vous allez nous présenter votre parcours pendant 10 minutes et nous vous poserons ensuite des questions pendant 20 minutes. Vous êtes prêts? Oui. Alors maintenant, tu vas imaginer que je te fais le petit baratin habituel où je te présente mon parcours pendant 10 minutes et vas-y, pose-moi directement des questions. Parce qu'il a de la mémoire aussi. Très bien, votre exposé a duré 10 minutes exactement. Merci pour votre présentation. Nous allons commencer les questions. Première question. Vous avez mentionné votre rôle dans la réinternalisation de services externalisés, notamment dans le cadre de la transformation numérique. Quels défis principaux avez-vous rencontrés dans cette démarche et comment les avez-vous surmontés? Voilà, etc. Alors maintenant, pose-moi des questions de culture administrative, comme il y a souvent à la fin du concours. Et là, elle se base sur les annales. Bien sûr. Ah ben, elle me le dit. Première question de culture administrative. Pouvez-vous expliquer les principales missions du secrétariat général du gouvernement, SGG, et son rôle dans le fonctionnement de l'exécutif? C'est le genre de questions voilà, qui me serait posée. Et à la fin, elle va mettre une note, elle va m'évaluer, elle va me dire, et elle va me donner des conseils pour m'améliorer. Et ça, du coup, moi je suis dans les champs en train de promener le chien en pleine nuit, bah, je m'entraîne à discuter avec ça. Et c'est vrai que du coup, j'améliore mon oreille et j'ai des questions qui sont vraiment pertinentes. Moi, je suis souvent le jury concours, je peux vous dire que c'est rare que les membres du jury posent des questions aussi pertinentes et avec autant de bienveillance que quand je suis face à une intelligence artificielle générative. Bon, voilà, c'est un exemple. Donc on a une série de questions. Moi je voulais faire une petite remarque, après je passerai la parole à Hervé. Jean-Michel a aussi demandé la parole. Et puis après Guillaume. Donc moi je voulais juste poser une question, enfin soulever un point qui concerne peut-être la législation concernant ces intelligences artificielles. Et entre autres, qu'en est-il de la propriété intellectuelle? Puisque ce qui a été abordé par plusieurs personnes, c'est le fait que les intelligences artificielles génératives vont aller chercher dans une foultitude de données, et on sait qu'entre autres, au niveau artistique, mais pas que, ils pompent allègrement tout ce qui a été produit par des hommes. Et donc, je crois qu'il n'y a pas de réglementation là-dessus, donc qu'en est-il? Si quelqu'un peut répondre de la propriété intellectuelle. Oui, en fait, il y a la loi République numérique d'octobre 2016, en fait, qui donne une exception notamment pour le text mining, en fait, la fouille de texte, qui permet de faire des analyses textuelles et donc de récupérer des contenus. Pour le moment, la jurisprudence va plutôt pas trop dans le sens des éditeurs, qui essayent d'attaquer, parce qu'effectivement, il y a de l'argent derrière. Donc, mais c'est vrai que moi je trouve que quand même quelque part, quand par exemple moi j'utilise, je sais pas, pour produire un texte, je vais m'inspirer je sais pas, d'une dizaine comme ça d'autres textes que je vais citer en bibliographie, évidemment, au-delà du fait que j'ai acheté l'abonnement par exemple, ou acheté les livres pour accéder à ces textes, évidemment que je ne le dois rien en fait. Et en fait, on ne trouve aucune trace de citation suffisamment grande pour qu'on puisse revendiquer quoi que ce soit. Et l'intelligence artificielle elle-même n'est pas un humain, et seul un humain peut revendiquer des droits. Donc pour le moment, en fait, la seule possibilité qu'ont les producteurs de contenu, c'est effectivement de mettre des métadonnées, c'est le opt, je ne sais plus quoi, qui empêche les crawlers, c'est-à-dire les robots qui viennent récupérer tous ces contenus. Et si elles font ça, effectivement, là, cette fois, le robot n'a pas le droit de venir. Mais c'est tout, hein. Oui, bonjour. Je voulais un petit peu rebondir, il y a plein de choses qui sont arrivées, mais j'étais d'accord avec les gens qui disaient que ça pouvait être dangereux, ça pouvait
on n'est pas au sommet de la connaissance ou de je dirais de l'intelligence artificielle. Moi, j'aime pas le mot intelligence, parce que l'intelligence, c'est pas ça. Ça, c'est on va dire, ce sont des données artificielles, pas de l'intelligence pour moi. Mais par contre, votre analogie, elle est bien quand vous dites que j'étais le premier avec le fusil, machin, tout ça. En fin de compte, pour moi, cette intelligence artificielle fallacieuse, c'est le fusil de l'État, en fin de compte, parce qu'on ne pourra plus rien faire, on ne pourra plus se promener, on ne pourra plus passer à gauche, à droite, on sera surveillé en permanence. En fin de compte, à l'heure actuelle, l'intelligence sert à nous fliquer. Alors on est déjà fliqué, plus ou moins, on a été fliqué parce qu'il fallait faire des Osvax à un moment donné, il y a 3 ans, pour pouvoir sortir. Et on a été fliqué pour savoir qui était vacciné, qui ne l'était pas. On les aurait presque fusillés. Et maintenant, avec l'intelligence artificielle, ils savent où on habite, ils savent ce qu'on mange, ils savent ce qu'on va faire, ils savent comment on va le faire. Et donc, ils seront plus facilement chez nous. Moi, je dis que tant qu'on réfléchit, on doit réfléchir avant de dire oui, c'est sans danger. Tout à l'heure, il y a eu des réflexions avec des gens qui ont dit oui, ça peut être dangereux parce qu'on va perdre des emplois. Puis d'autres ont dit non, mais on va reconstruire des emplois. Quel emploi on va reconstruire avec l'intelligence artificielle? On ne reconstruit pas d'emplois. On fait, à un moment donné, on va créer des robots, comme j'ai vu sur Google. Alors c'était une fake news parce que c'était monté par l'intelligence artificielle. Mais on voit un robot qui se balade dans la nature, en Chine, avec une peau, machin, ça, et puis il fait, mais qu'est-ce qui va nous faire croire que notre vie, elle est réelle maintenant? Déjà, on se doute, on pense qu'on est, alors, pas rentrer dedans, mais on pense qu'on est dans une sorte de matrice et tout. Une fois qu'il y aura les robots, une fois que ce qui passe à la télé, quand les gens y croient déjà, BFM, TF1, TF2 et tout ça, ils croient que c'est vrai, qu'est-ce qu'on va être sûr de voir, de croire que ce qui est vrai, ce qui va passer à la télé? Est-ce que le commentateur, c'est un vrai commentateur, ou est-ce que c'est le mec qui va nous dire ah oui, alors sortez plus parce qu'il y a ci, il y a ça, mais c'est peut-être faux. Peut-être que tout est faux en fin de compte. Moi, je pense qu'il faut mettre un gros bémol, et l'intelligence n'a pas la réflexion, nous avons la réflexion, nous avons la pensée, nous avons des sentiments, nous avons un cœur, enfin, nous avons quelque chose, je dirais nous avons une conscience. L'intelligence n'a pas de conscience. Et moi, j'en aurais toujours peur, et j'ai une source de vie qui est quand même relativement courte, il n'y aura jamais de robot chez moi. Ou alors je lui apprendrai à faire une omelette avec une balle de ping-pong. Je te remercie Hervé, je pense qu'on a compris, mais je vais passer, il y a pas mal de demandes de parole, hein, donc on va essayer de faire des interventions pas trop longues. Donc j'ai 4 personnes qui ont demandé, Jean-Michel, Guillaume, Willy et Alain. Donc je vais commencer par Jean-Michel. Alors bien sûr qu'il y a des applications positives dans un tas de domaines, et on pense d'abord à la médecine, la capacité à faire de meilleurs diagnostics que les médecins, à anticiper les cancers, etc. Donc je ne connais pas bien, mais j'ai entendu. Ok, je suis d'accord. Je suis d'accord jusqu'au moment, à partir du moment où on garde le contrôle de cette technologie, comme on a gardé le contrôle des technologies précédentes. Or là, on risque de le perdre. Qui décide de ces progrès? Qui décide de l'IA dans nos vies quotidiennes? Est-ce que c'est une décision démocratique? Eh bien là, il n'y a pas de souci. Non, ces progrès, elles viennent d'industriels qui en plus ont un agenda politique pour beaucoup d'entre eux. Et c'est ça qui m'inquiète. C'est que c'est ces gens-là qui décident à notre place, grâce aux machines qui nous captivent et dont on n'est pas capable de se décoller. Alors, c'est vrai, quand j'ai vu tes vidéos où tu dialogues, avec l'IA, je me suis dit, mais bon, c'est fini, là, c'est bon. Là, dans quelques années, il n'y a plus de profs dans les écoles, parce que ça sera bien plus efficace. Vous imaginez un prof qui se débat avec une classe de 30 élèves, avec des dyslexiques, des HPI, des jeunes qui viennent d'arriver en France, etc. Mais c'est bien mieux de mettre une IA derrière chaque jeune, et l'éducation se fera de cette manière. Les médecins aussi, on va les remplacer, parce que les médecins... Alors on m'a dit, oui, mais l'empathie, les médecins, ils ont l'empathie, pas la machine. Eh bien, c'est pas vrai. L'empathie du médecin qui a 20 minutes parce qu'il a un autre client et parce qu'il est fatigué, la machine, elle est tout le temps là, 24 heures sur 24, elle vous écoute, elle vous répond, et puis vous pouvez lui poser 40 000 fois la même question, elle sera toujours gentille avec vous.
et puis elle vous fera croire en plus que ce qu'elle vous dit, c'est la vérité, même si c'est pas la vérité. Donc oui, moi en tout cas ça m'inquiète cette évolution, et puis je finirai en disant quand même, quelque part, j'ai l'impression que ceux qui sont très connectés sont un peu déconnectés en fait. Pourquoi ? Parce que d'abord, le progrès de l'IA, ça veut dire quoi ? Ça veut dire une consommation énergétique accrue, alors qu'on est dans un monde qui doit aller de façon rapide vers la sobriété, ou alors il n'y a pas d'avenir pour nos enfants. En plus de ça, le problème, c'est peut-être d'arrêter avec nos addictions technologiques et regarder ailleurs, c'est-à-dire vers la nature. C'est cette nature qui nous permet de vivre. Or, on voit que ces technologies nous en éloignent de plus en plus. Voilà. Beaucoup de choses. On va passer à Guillaume. Merci Jean-Michel. Oui, je vais commencer par une petite anecdote, parce que ça m'est arrivé la semaine dernière, je trouvais ça assez rigolo. J'ai une collègue qui est très très jeune, qui a une vingtaine d'années, et à qui il est arrivé un truc assez désagréable au travail, et donc a écrit un mail relativement incendiaire à ses supérieurs, en disant qu'elle n'était pas contente de ça. Et elle ne l'a pas envoyé, parce qu'elle s'est dit, c'est quand même assez costaud comme mail, et donc elle l'a fait réécrire à ChatGPT en disant de faire des politiquement correctes, etc. Et il lui a fait un mail lissé qui était vraiment extraordinaire, qui disait la même chose que ce qu'elle disait, mais de manière beaucoup plus courtoise et a priori plus efficace, parce que la réponse a été correcte, quoi, on va dire. Pas énervé ni agacé, quoi. Donc ça peut servir aussi à ça, à laisser des mails quand on n'est pas content. En fait, Jean-Michel m'a grillé la priorité. Enfin, je suis complètement d'accord, je pense que la principale préoccupation que doit avoir tout être humain en ce moment, c'est le dérèglement climatique, parce que c'est... Je veux dire, si on n'est plus là pour discuter dans quelques années, on pourra gamberger sur ce qu'on aurait dû faire, mais ce sera trop tard. Donc, par contre, je vais essayer de retourner la question, c'est est-ce que l'intelligence artificielle, d'une manière ou d'une autre, pourrait nous aider pour régler le problème du réchauffement climatique ? Oui. Alors, il y a des personnes qui disent que ça serait bien d'avoir la réponse par rapport à cette question. Donc, est-ce qu'on fait un... Si les gens veulent... Je rappelle les règles. Évidemment, des gens peuvent avoir envie de réagir à ce qu'a dit quelqu'un d'autre, et ils demandent la parole, et le micro arrivera à cette personne, mais on suit l'ordre pour que ça soit respecté, que tout le monde soit respecté, la parole de tout le monde. Willy. La technique, hein, faut pas qu'il donne la lia, quoi. Bon, j'ai mon téléphone qui se rallume pas. Ça marche mieux des fois. Ouais, mais bon, j'avais oublié. Oui, alors la notion de conscience, c'est quelque chose qui est tout à fait discutable d'un point de vue scientifique. Ça, c'est pour Hervé. Ce que je relève aussi, que Hervé a dit quelque chose d'intéressant, c'est le mot intelligence en anglais signifie renseignement. Ça n'a rien à voir avec la notion d'intelligence qu'on met. Et je pense que ça, c'est un des effets trompeurs. Et justement, quand je dis qu'il faut se méfier de nous-mêmes, c'est vraiment un problème. Enfin, j'ai un petit exemple très rapide à donner. Il y a quelques mois de ça, il y a mon fils qui me parlait de ChatGPT. Alors, je ne sais plus si c'est la version 3 ou 4. Et bon, on discutait comme ça, je suis rentré chez moi, et puis bon, ça m'intriguait un peu, en fait j'en ai rien à foutre, mais ça m'intriguait un peu, et je suis allé sur ChatGPT, et puis j'ai donné un nom d'auteur que j'ai inventé, un nom de livre que j'ai inventé, et alors ce qui est dommage, c'est que j'ai pas noté la réponse, mais enfin le chat m'a répondu comme si ça existait. Donc je suis redevenu dessus, et je lui ai demandé de me résumer le livre. Et là, le ChatGPT m'a dit, bah non, je me suis trompé, ça n'existe pas. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le ChatGPT connaît que ce qu'il trouve sur Internet. Donc il a une connaissance extrêmement limitée. Alain. Oui, enfin, je crois que le logiciel a comme connaissance toute la connaissance du monde, puisque tout est mis sur le big data, en fin de compte. Je voulais signaler l'existence
une régulation qui est faite par l'Europe. Il y a eu une loi qui est passée au Conseil de l'Europe l'année dernière et qui tente de réguler, c'est le premier texte législatif de ce type au monde. Et donc cette loi vise à garantir que les systèmes d'IA sont sûrs, éthiques, dignes et de confiance. Et c'est une réglementation qui tend à vouloir exporter en fait dans le monde entier. Alors, je sais bien que dans le monde entier il y a des rapports entre les groupes de pays, entre les États, des rapports géostratégiques qui empêchent cette régulation parce que les gens sont dans la compétition. Et puisque je suis sur le sujet, j'ai été très surpris, enfin intéressé par Asma Asmala, qui est une chercheuse au laboratoire d'anthropologie politique de l'EHESS. Elle est spécialiste des enjeux politiques et géostratégiques. Elle est auteure d'un livre technologique, Comment la technologie fait de nous des soldats. Asma Asmala met en lumière comment les grandes entreprises technologiques, les big tech, s'intègrent dans des dynamiques de pouvoir avec les États, formant un léviathan à deux têtes. Ces entités influencent les politiques publiques, participent aux guerres informationnelles et menacent les fondements démocratiques en manipulant l'information et en exploitant la vulnérabilité cognitive des individus. Le livre décrit également la manière dont cette transformation technologique exacerbe la rivalité entre grandes puissances comme les États-Unis et la Chine. D'ailleurs, le président chinois a placé l'intelligence artificielle au cœur de l'ambition de puissance mondiale de la Chine. Il veut faire de la Chine le leader mondial de l'IA en 2030. Même Poutine a déclaré que le premier qui maîtriserait l'IA serait le maître du monde. Voilà à quoi on a affaire. Mathieu, alors dans quel sens? Mathieu là? Oui, en fait, sur quoi se fondent GPT-4o et les autres sur le web? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 40 millions de livres qui ont été numérisés par Google. Donc on sait que depuis Gutenberg, avec l'invention de l'imprimerie en 1450, je crois qu'il y a un ingénieur Google qui avait évalué à 120 millions le nombre de livres imprimés depuis cette époque. Donc c'est quand même considérable. Et moi je sais que au départ, à un moment de ma carrière, j'ai travaillé comme ça à la Bibliothèque Sainte-Geneviève à numériser justement des fonds anciens en fait, médiévaux, incunables notamment. Et toute l'idée, et c'est de là en fait on en arrive aujourd'hui à l'intelligence artificielle générative, c'est qu'après ce qu'on en a fait, c'est quand on s'est retrouvé avec tous ces contenus, alors nous c'était beaucoup plus modeste, nous c'était 5000, 6000 livres, mais ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné dans la recherche scientifique, alors moi après j'ai travaillé à l'INRA justement, et dans la recherche scientifique, on avait impossibilité, étant donné les volumes produits, pour un chercheur de lire par exemple tout ce qui était publié sur les OGM. Impossible. Donc qu'est-ce qu'on faisait? Eh bien on prenait toute la littérature sur le sujet, alors ça pouvait être 50 000 articles, et sur ces 50 000 articles on faisait ce qu'on appelle des analyses textuelles, c'est-à-dire du text mining, de la fouille de texte, et en gros on disait, ben voilà, tu as 50 000 articles, tu vas me détecter là-dedans tous les noms de concepts, donc il me créait, dans cette base de données, il me créait un nouveau champ, qui était le champ concept, après je lui disais, tu vas me détecter par machine learning tous les noms de lieux, tous les noms d'organisations, tous les noms de personnes, et en fait, il arrivait comme ça à structurer du texte qui n'était pas structuré. Alors souvent, on travaillait pas forcément sur le texte intégral, on se contentait souvent des titres et des résumés, mais toute l'idée, ce qu'il faut se dire, c'est que ça, nous, on le faisait sur 50 000 documents, de façon à pouvoir, pour un chercheur, lui donner une sorte d'entrée dans la matière en lui disant, ben voilà, qui travaille avec qui, depuis quand, quels sont les concepts, qu'est-ce qui pèse dans la littérature, qu'est-ce qui est croissant dans le temps, qu'est-ce qui est décroissant, et tout ça. Mais ce qu'il faut imaginer, c'est qu'au lieu de faire ça avec seulement les OGM du blé, mettons, je sais pas, 50 000 articles, eh bien, il faut imaginer qu'on fait ça dorénavant sur les 40 millions de livres, et bien d'autres, il y a tout Wikipédia aussi qui est dedans, et une fois qu'on a créé une sorte de grand réseau, en fait, des concepts qui vont bien ensemble, en fait, Mozart, il disait qu'il essayait de trouver les notes de musique qui s'aiment. Eh bien, c'est la même chose avec les mots, finalement. Et une fois qu'on a créé une sorte de grand modèle de langage, eh bien, on arrive à le faire dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on a créé une sorte de grand modèle de langage qui va être capable de produire du texte naturel dans l'autre sens. Mais préalablement, il a fallu toutes ces étapes, il a fallu qu'on numérise
les contenus, donc merci Google et les 40 millions de livres numérisés, et ensuite il a fallu qu'on crée des modèles de langage, donc merci les technologies de text mining, et la France était très très bien placée là-dedans notamment, et aujourd'hui on arrive du coup à cette étape qui consiste à... Mais donc cette intelligence artificielle générative, ce qu'il faut savoir c'est qu'elle a tout lu, en fait elle est experte, elle a un niveau doctorat sur tous les sujets, ça a été évalué sur tous les sujets. Moi je sais quand je parle de mon propre doctorat avec elle, elle est beaucoup plus pertinente que moi. En fait, parce que moi, je me suis arrêté après de lire toute la littérature sur le sujet, mais elle, quand je discute avec elle, honnêtement, elle est tout à fait au niveau, en fait. Et ce qu'il faut se dire, c'est qu'en fait, elle nous est pas complètement étrangère, c'est comme si c'était une sorte d'intelligence universelle de tout ce que l'humanité a produit depuis les origines. Parce qu'en fait, comment est-ce qu'on lui a tout donné, finalement? Parce que c'est nous qui l'avons nourri avec tous les textes qu'on a produits au cours de l'histoire. Et on l'a tellement bien appris à travailler que je ne sais pas si vous vous rappelez des reCAPTCHA, vous savez, c'était les deux petits mots déformés, il fallait les ressaisir pour prouver qu'on n'était pas des robots. Ben, en faisant ça, il y avait effectivement un mot qui prouvait qu'on n'était pas un robot, mais le deuxième mot, en fait, on corrigeait le texte numérisé par Google, et ensuite, ils ont utilisé des logiciels de reconnaissance de caractères qui faisaient des erreurs, parce qu'à l'époque, ce type d'intelligence artificielle n'était pas encore tout à fait au top. Et donc, eh bien, quand il y avait 3 internautes dans le monde qui ressaisissaient ce deuxième mot de la même manière, on se disait, ben, c'est validé. Et donc la Bibliothèque nationale de France, par exemple, elle faisait travailler Madagascar, avec de la main-d'œuvre à bas coût. Eh bien, ce que Google a fait, c'est qu'il a fait travailler tous les internautes dans le monde, de manière inconsciente et involontaire, et les internautes dans le monde ont corrigé les reconnaissances de caractères de Google. Et en fait, finalement, en faisant ça, on a appris aux algorithmes aussi à mieux fonctionner, en fait, tout simplement. Donc c'est vrai que, voilà, cette intelligence artificielle générative, c'est vraiment, finalement, nous qui l'avons produit. Et moi, je pense que, pour revenir un peu sur le sujet de l'inquiétude, depuis Platon, en fait, on pensait que déjà l'imprimer, l'écriture elle-même, c'était une perte de compétences, parce qu'on externalisait nos capacités à mémoriser auprès de bibliothèques qui étaient extérieures à notre propre intelligence. Et déjà on s'en inquiétait énormément, parce qu'aujourd'hui plus personne n'est capable de raconter l'Odyssée et l'Iliade autour du feu, comme on était certainement capable de le faire avant l'écriture. Eh bien, moi ce que je me dis, c'est qu'on le voit effectivement par exemple avec les GPS, moi je connais plein de personnes qui ne sont plus capables de s'orienter. C'est-à-dire que maintenant, je connais des gens, ils font 15 km, ils mettent le GPS. C'est quand même hallucinant. Mais on perd des capacités, c'est évident. On perd des capacités en mémorisation. On va encore perdre des capacités. Mais est-ce qu'on ne gagne pas aussi d'autres capacités ailleurs? Donc voilà, moi je pense que c'est un peu, voilà, un peu le sens de la vie, quoi. On s'approche, le temps court. Donc on va essayer de rester dans les pas trop longs. Mathieu? Alors, c'est sûr hein, qu'il y a des limites dans l'IA sur les données personnelles, sur l'énergie, mais c'est des choses qu'on peut aussi s'améliorer. Hein. Et je pense qu'en fait, l'IA, il faut aussi rester très pragmatique parce qu'on est très souvent, on est vite sur les grandes idées philosophiques, mais il faut aussi être très concret. Qu'est-ce qui marche pas? Par exemple, voilà, la voiture autonome, aujourd'hui, ça fait très longtemps qu'on en parle, ça marche pas encore. Par contre, moi, dans mon jardin, j'ai un robot tondeuse. Chez moi, j'ai un robot aspirateur et ça me fait gagner du temps. Ça me permet d'aller passer du temps en forêt. Donc, et ça, c'est des choses très concrètes. Et parce qu'en fait, je pense que parfois, on pense que ça va trop vite, mais il y a encore plein de choses où c'est limité. Une dernière chose. Oui, après, je pense aussi, j'ai l'impression qu'en écoutant certains, notre monde, il n'est pas du tout parfait. Quoi. Si on voit bien l'administration, l'éducation, même les entreprises, il y a plein de choses qui ne fonctionnent pas très bien, qui pourraient être améliorées. Donc, dans quelle mesure l'IA peut aider, mais de manière très, très, très pragmatique. Donc, effectivement, on parlait de l'IA pour l'éducation. Je pense qu'il ne faut pas dire que ça va remplacer le prof, par exemple, de l'éducation, mais par contre, effectivement, si ça permet de faire des petits groupes avec le prof qui est là, qui donne un peu le thème, qui contrôle, et peut-être des IA qui vont aider des petits groupes, ça peut être un progrès. Je pense qu'il faut vraiment voir ça comme un outil très concret, très pragmatique. Et par contre, dernière chose, c'est un énorme défi en termes d'éducation, parce qu'il faut qu'on apprenne. Il faut qu'on apprenne à utiliser ces IA, et de la même manière, voilà, il faut qu'on apprenne à tout ce qu'on voit sur Internet, à prendre du recul, et ça sera la même chose avec les IA. Il ne faut pas être moins formé qu'avant, il faut être encore plus formé pour pouvoir maîtriser ces choses-là et travailler avec. Moi, je voudrais un peu poursuivre sur un peu cette idée, mais revenir à une forme d'intelligence artificielle qui a été mentionnée par Pierre au départ, qui est les réseaux de neurones.
qui est pour moi quelque chose qui est une boîte noire. Et alors que on sait que ça va être de plus en plus utilisé. Je vais vous donner mon exemple personnel. Je fais de la recherche en biologie et on fait de la microscopie à haut débit où on génère des centaines et des centaines d'images, de données qu'on ne peut pas analyser. Et on sait qu'on peut mettre toutes ces données dans un algorithme avec des réseaux de neurones, il va en sortir quelque chose. Mais on ne sait pas, même les gens qui nous recommandent d'utiliser ça, des ingénieurs en informatique, ne savent pas comment ça fonctionne. Et si j'ai bien compris, si j'ai bien entendu les réactions ensuite au dernier prix Nobel, c'est que même les concepteurs, une partie de ces réseaux de neurones ne savent pas comment ça fonctionne. Donc je ne sais pas si c'est moi qui ai une vision qui est un peu obsolète, mais tout ce qu'on a discuté sur les craintes avec l'intelligence générative, quand on sait comment elle fonctionne, là, qu'est-ce qu'il en est et qu'est-ce qui va se passer avec ces programmes? C'est une question. Peut-être Pierre. Merci. Oui, je peux essayer d'esquisser une réponse là-dessus. Alors, effectivement, plus les réseaux sont profonds, plus les réseaux sont complexes, plus c'est difficile de comprendre comment fonctionne la machine. Il y a des tentatives. Chez Anthropic, par exemple, ceux qui font l'IA qui s'appelle Claude, je ne sais pas si quelqu'un en a déjà utilisé, il y a beaucoup de recherches là-dedans. Ils font des espèces d'IRM du cerveau électronique pour comprendre quels sont les autres qui s'activent quand on pose tel type de questions. Donc, ils essaient de comprendre, de faire des recherches là-dessus. Pour ce qui est de la reconnaissance d'images, c'est quand même un domaine qui commence vraiment à être connu. Et bon, là, on commence vraiment à connaître. Parce qu'en fait, comment ça fonctionne? C'est ce qu'on appelle des réseaux de convolution. Donc, ça fait des transformations mathématiques sur l'image, ça extrait des caractéristiques de l'image. Mais après, ça peut vous dire quelles sont les caractéristiques qui ont été utilisées pour reconnaître tel ou tel type de molécules ou de processus. Donc, sur l'interprétation d'image, on a quand même pas mal de background. C'est un domaine qui commence à être vieux. C'est début des années 2000, c'est Yann Lequin qui a vraiment fait beaucoup de progrès là-dessus, qui a lancé ça, qui aujourd'hui est le patron chez Meta de l'intelligence artificielle. Donc là-dessus, il y a quand même pas mal de maîtrise. Donc il y a deux domaines qu'on connaît plutôt bien et d'autres sur lesquels, effectivement, il y a toute une recherche. Mais la performance des réseaux va plus vite que la compréhension qu'on en a. Ça, c'est une certitude et ça ne fera qu'accélérer. Et je ne parle même pas du moment où on sera capable d'utiliser des ordinateurs quantiques pour pouvoir faire tourner des IA. Là, on ne fait pas ça à l'entendement. Et c'est peut-être ça ce qu'on appelle la singularité. Et moi, c'est peut-être là que je situerai ce qu'on appelle la singularité, c'est-à-dire le moment où la fraction de seconde où l'intelligence artificielle devient réellement beaucoup plus intelligente que l'intelligence humaine et prend le contrôle de tout. Voilà. Donc là, parce qu'on arrive à des capacités de calcul qui dépassent l'entendement, on en est très loin. Et il y a d'autres défis, comme disait Jean-Michel, c'est ça, avant, qui se posent sur la réorganisation de la société, parce qu'il y a vraiment des défis sociétaux. Il va falloir tenir compte de cette intelligence artificielle, parce que la stopper, ça veut dire se laisser contrôler par l'extérieur. C'est tout simplement le même problème que le réchauffement climatique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être tout seul dans son coin à résoudre le problème. Soit on le résout de manière globale, soit on essaie de faire en sorte de s'organiser pour gérer le problème qui arrive, qui est, entre guillemets, inéluctable. Donc, voilà. Alors, bon, moi, je suis plutôt optimiste vis-à-vis de l'intelligence artificielle, mais ça va demander un gros effort d'adaptation. Et je ne sais pas si, effectivement, la société est prête à ce changement, parce qu'il faut apprendre à avoir une autre relation au travail, une autre relation, ça nous permettra peut-être de passer plus de temps ensemble, puisqu'on aura moins de besoin de productivité. C'était l'idée originale de Marx, de faire en sorte que les machines produisent et que nous, on puisse passer du temps ensemble, discuter. Alors évidemment, il était un peu en avance sur son temps, mais peut-être que c'est ça, in fine. Donc, oui, mais il faut être méfiant. C'est clair que je suis d'accord sur la méfiance, mais tout en faisant en sorte de ne pas brider quand même l'innovation, de ne pas brider en fait l'avancée qui est inéluctable, parce qu'elle se fait partout dans le monde en même temps et à une vitesse phénoménale. Je crois que Willy voulait dire quelque chose. Moi, ce que j'ai à dire, c'est...
j'ai vu un article qui confirme un peu cette impression, c'est qu'un cerveau humain, c'est l'évolution de 3 milliards d'années de la vie. Donc, je veux dire, le poids de l'intelligence artificielle à côté, c'est 0. Et justement, si on regarde le collectif, c'est pas un cerveau humain qui doit tout savoir, mais quand vous avez 8 milliards de cerveaux sur Terre, la puissance des cerveaux est bien supérieure. Enfin, heureusement d'ailleurs, mais l'homme sera toujours responsable de son destin, et la machine non. Jean-Michel, si Pierre, je te passe ton micro à ta droite. Oui, vous nous disiez que vous étiez optimiste, et moi je suis tout à fait pessimiste. Pessimiste parce que j'aime bien votre comparaison avec la question du réchauffement climatique. C'est extrêmement intéressant de comparer l'évolution de l'IA et l'évolution des réchauffements climatiques. Aujourd'hui, toutes les données sont sous nos yeux concernant les problèmes liés au changement climatique, et pourtant on voit bien que rien ne bouge, rien ne change. La décarbonisation ne se fait absolument pas dans le sens qu'il faudrait. Donc sur le réchauffement climatique, le changement climatique, c'est un pessimisme immense. On ne voit absolument pas aujourd'hui que la trajectoire sur laquelle on est va changer. Elle ne changera pas. Je n'y crois plus. Et pourtant, bon, beaucoup de gens qui sont là, c'est à quel point nous nous sommes intéressés à cette question et avons développé des raisonnements, des actions pour faire évoluer les choses. Mais bon, il faut quand même pas être naïf. On est dans une impasse sur le plan du réchauffement climatique. Je crois qu'on sera dans une impasse dans 10 ans avec l'IA. Alors, je ne vois pas où est l'optimisme. Ça me surprend que vous soyez optimiste parce que ce que vous avez dit est totalement effrayant. Parce que vous nous avez dit que l'intelligence généralisée, c'était pour dans 10 ans. Mais vous voyez ce que c'est que l'intelligence généralisée. C'est notre perte de contrôle total. Alors il y a une idée, une notion qui n'a pas été abordée ici, c'est celle de l'autonomie. L'autonomie des individus. Qu'est-ce qui fait la valeur d'un individu? C'est sa capacité à agir sur son environnement direct. C'est ce que j'appelle l'autonomie. Alors, moi, mes grands-parents qui sont nés à la fin du 19e siècle, quand je regarde comment ils vivaient, ils avaient une autonomie énorme. Leur prise, oui, sur leurs conditions de vie, d'environnement, était pas totale, mais était très importante. Si je compare à la nôtre, notre autonomie a été réduite. Et je crains que cela aille de plus en plus dans une baisse d'autonomie. Si je ne suis pas trop long, je voudrais juste ajouter quelque chose. Une minute, c'est bon. C'est une idée qui m'est venue quand on a parlé de GPS. Bon, les gens qui travaillent beaucoup avec le GPS, c'est-à-dire les chauffeurs de taxi et les VTC, les gens du VTC, ils fonctionnent que comme ça. Eh bien, on a fait, certains ont accepté d'avoir des analyses du cerveau, et on s'est aperçu qu'ils avaient des zones du cerveau qui avaient diminué. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement quelque chose qui est dans l'air, c'est exactement dans notre organisme que les changements se font. Et ils se font d'une façon qui nous est totalement inconsciente. Voilà, c'est tout. Bon, je crois que ça va être notre dernière intervention, mais vous savez, comme à notre habitude, que je passerai la parole que vous pouvez rester, on est dans genre une petite demi-heure. Si vous voulez continuer de façon un peu plus informelle à discuter autour d'un verre, vous êtes les bienvenus. Je vais repasser la parole à Alain, je crois que tu veux nous dire quelque chose, qui est aussi notre président, alors il faut que je lui montre plein de respect. Je voulais parler de consommation d'énergie parce que, pour rejoindre ce que disait Jean-Michel,
On a vu combien l'énergie était primordiale dans le réchauffement climatique. Je voudrais faire une citation de Sam Altman, qui est le patron d'OpenIA. Il est conscient du problème. Il dit que l'on ne mesure pas encore le besoin en énergie de cette technologie. Il ne voit pas d'issue sans qu'une percée scientifique majeure de production d'énergie. Et signaler aussi que Microsoft vient d'embaucher une scientifique spécialiste du nucléaire pour construire des petites centrales nucléaires auprès des data centers. Et puis peut-être pour finir, une citation du philosophe, du professeur Oxford, Nick Bostrom, qui a déclaré que la fin du travail humain est le but implicite de l'IA. Bon, donc je vais clore la session. Je vais donner 2 informations. Ceux qui ont envie de soutenir nos activités, nous permettre d'offrir des boissons, etc., il y a un chapeau si vous avez envie, complètement libre. Et puis, vous donnez la date de notre prochain débat qui se passera le 4 mars. Et c'est maintenant une organisation qu'on fait tous les ans depuis pas mal de temps avec les collégiens du collège Michel Schall d'Épernon. Et nous allons avoir un débat sur le harcèlement chez les jeunes et qui va être co-animé par les parlementaires, donc des représentants un peu de tous les niveaux du collège. Et donc, je vous invite à venir y participer. C'est souvent très intéressant d'interagir avec les jeunes. Et je ne dis pas ça pour vous vexer. Et je vous invite à boire un verre. Le lieu, on ne sait pas encore. Parce que les pressoirs à Épernon ont une sonorité qui est épouvantable. Donc, et les préalables ne sont pas encore ouvertes, on ne sait pas si on aura une salle, donc on va essayer de voir. On vous tiendra au courant. Pour ceux qui sont nouveaux, si vous voulez recevoir la lettre d'information, c'est environ une fois par mois, c'est très court, c'est pour juste informer de nos activités, nos prochains débats. Allez sur le site internet du Café Citoyen, vous avez une case où vous pouvez aller vous inscrire et vous recevrez ces informations qui vous diront où se passeront les prochains débats. Excusez-moi, j'étais très long.